Et tout de suite, retour sur le plateau de France 24 avec Michel Sapin, député socialiste et surtout ami de François Hollande. Et vous êtes chargé du projet présidentiel. Et tout de suite, on parle d'économie parce que c'est votre parti, puisque vous êtes d'ailleurs ancien ministre de l'économie et des finances. Et tout cela avec Raphaël Kahn. À tout de suite. Raphaël, bonjour, installez-vous, faites comme chez vous. Bonjour. Alors, on va parler, je le disais, d'un sujet un peu rude, un peu rugueux, mais qui j'espère va quand même vous intéresser. C'est ce qu'a proposé Nicolas Sarkozy hier, proposer de réformer la prime sur l'emploi et dans le fond de la redéployer sous forme de cotisation. Et par cela, il dit qu'il va augmenter de 1 000 € les bas salaires de 7 millions de Français. François Hollande a réagi, il a fait son petit calcul, et il a dit ça fait que 3 € par mois par personne. Il y en a un qui est de Marseille, et puis vous êtes tous les deux de Marseille, enfin, vous exagérez chacun de votre côté, c'est pas possible. Ou alors on n'a pas la même calculette. Non, il y a d'un côté une dissimulation et de l'autre côté un calcul. Ah. Pourquoi dissimulation? Je pense que chacun l'a vu, d'ailleurs, chacun l'a commenté comme tel. Nicolas Sarkozy dit ça va augmenter de 1 000 € le salaire de ceux qui ont les plus petits salaires. La réalité, chacun le sait, c'est qu'on prendrait à un certain nombre des moins riches des Français ou des plus pauvres une certaine somme. On prend des pauvres aux pauvres pour donner aux pauvres. Et on la transmet à l'ensemble des Français les moins riches ou qui gagnent le moins en termes de salaire. C'est donc qu'il y a un plus d'un côté, mais il y a un moins de l'autre. Nicolas Sarkozy a caché, il a dissimulé le moins. Donc il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est très, très, très loin des 1 000 € qu'il a promis. La réalité d'ailleurs, c'est que si on avait simplement transféré, diminué les charges comme il l'a lui-même décrit, je ne rentre pas dans les détails, ça aurait fait à peu près 800 € de différence, et qu'il y a de l'autre côté des PPE qui varie en fonction des familles, puisque la PPE, elle est plus avantageuse si on a beaucoup d'enfants. Ce n'est pas un aspect mineur. La proposition faite par Nicolas Sarkozy est une proposition contre l'intérêt des familles. Étrange de la part de quelqu'un qui veut toujours défendre l'intérêt des familles. Alors, si on fait quand même le calcul, Michel Sapin, la PPE aujourd'hui, c'est 6 millions de ménages, ça coûte 2,8 milliards € à l'État. En gros, ça veut dire un gain moyen, un complément de revenu moyen pour les bénéficiaires de 450 € par an. Nicolas Sarkozy parle effectivement de 1 000 €, 800 et quelques si on place le revenu net. En réalité, la différence des deux, c'est pas 3 € par mois, c'est de l'ordre de 550 € par an, c'est-à-dire plutôt 45 € par mois. On est quand même très très loin des 3 € dont parle François Hollande. Mais parce que vous faites un calcul qui est un calcul en moyenne, alors que la réalité, c'est qu'il y a des gens qui vont perdre mais ça, on trouvera toujours à la et marge, d'autres qui peuvent gagner. Et quels sont ceux qui vont perdre? C'est les plus pauvres qui ont le plus d'enfants. Est-ce qu'on a envie de faire perdre dans notre société aujourd'hui du pouvoir d'achat aux plus pauvres qui ont le plus d'enfants? Il y a quelque chose de profondément anormal dans la proposition qui est celle de Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que je disais, je pense qu'il n'a même pas compris de quoi il parlait. Non, mais c'est pas ce qu'a dit François Hollande. François Hollande n'a pas parlé des cas à la marge, lui. Il a vraiment parlé globalement des bénéficiaires. Il a pris un cas qui était, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui est un cas relativement moyen ou répandu, où ayant des enfants, on perd beaucoup de PPE, et ayant un petit salaire, on ne gagnerait pas beaucoup en allègement de charges. Voilà le cas qui a été pris. C'est un cas qui correspond à une réalité assez répandue. Alors, je voudrais qu'on ait la moyenne, cela dit. Et oui, mais comme vous le savez, la moyenne ne correspond jamais à la réalité, parce que personne n'est jamais dans la moyenne. Ce ne sont que des cas particuliers. Très particulier. Alors, je lisais hier une interview de Pierre Moscovici, donc directeur de campagne, qui disait que les socialistes réfutaient l'idée de l'austérité. Alors, pourtant, l'austérité, on la voit partout en Europe, à différentes échelles, en Italie, en Espagne, surtout en Grèce. Mais pour les socialistes, on a l'impression que c'est véritablement un tabou, l'austérité. Mais, mais l'alternative, elle est où? Expliquons les choses, parce qu'on peut toujours avoir des guerres sur les mots. Est-ce que c'est rigueur, austérité, sérieux, etc. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui austérité? C'est le cercle vicieux qui emmène vers le bas, où des mesures extrêmement dures
du point de vue de l'augmentation des impôts ou de la diminution des dépenses, la Grèce, font diminuer la richesse du pays, diminuer l'activité économique du pays, vont le renforcer dans la récession. À ce moment-là, il y a moins de rentrée fiscale, et comme il y a moins de rentrée fiscale, il y a au bout du compte plus de déficit. C'est ça l'austérité à la manière d'aujourd'hui qui enfonce les pays dans à la fois la difficulté, dans le drame et la non-solution. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est quoi? C'est premièrement le sérieux budgétaire. Il n'est pas possible aujourd'hui de continuer avec des déficits aussi élevés que ceux que nous laisse Nicolas Sarkozy, et avec un endettement de la France aussi élevé que celui qui est le produit des 10 et plus particulièrement des 5 dernières années. Il faut donc du sérieux budgétaire. On doit supprimer progressivement le déficit et on doit diminuer l'endettement. Mais en même temps, il faut de la croissance. Il faut de la croissance parce que s'il n'y a pas de la croissance, personne, pas un pays au monde, ne peut y arriver. Est-ce que je peux juste ajouter un argument? Quand on lit, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais le raisonnement des agences de notation, beaucoup décrié par ailleurs, mais les agences de notation, les deux là, Standard & Poor's ou Moody's, elles commencent par quoi? Compte tenu de la très faible croissance, premièrement, deuxièmement, et du grand endettement, troisièmement, ça va être très difficile. Mais c'est le premier élément qui compte. Il faut donc retrouver des politiques de croissance. L'austérité crée de la récession. Oui. Notre politique doit permettre de diminuer l'endettement en créant de la richesse supplémentaire et de la croissance. C'est pas un axiome impossible? Non, c'est la contradiction, c'est la difficulté du monde et du moment. Tous les pays développés du monde sont devant cette contradiction. Raphaël, et donc c'est là que les propositions doivent être des propositions ciblées, des propositions intelligentes qui permettent justement de diminuer l'endettement en soutenant la croissance. Oui, alors ça c'est un peu dans le meilleur des mondes. Vous dites... je peux revenir sur des propositions très concrètes. Alors justement, on va aller dans les chiffres. Vous dites, Michel Sapin, retour à l'équilibre des comptes publics d'ici la fin du quinquennat, c'est-à-dire 2017, avec un retour assez rapide à la croissance grâce aux mesures que vous appelez de vos voeux. C'est le même que celui que le gouvernement aujourd'hui... C'est un peu plus ambitieux. C'est 2 à 2,5% dès 2014. Le gouvernement est lui plutôt aux alentours de 2% et ensuite il reste sur ce niveau-là jusqu'à 2017. Il est au-delà de ça. Mais vous le verrez dans les schémas qui sont aujourd'hui entre les mains de la Commission européenne. En tout cas, ce retour à la croissance vous permet aussi de soulager les classes populaires, parce que c'est un des objectifs de votre programme. Quelle est votre priorité si, on peut l'imaginer, on l'a déjà vu dans le passé à plusieurs reprises, la croissance n'est pas au rendez-vous, du moins pas au même niveau que vous le pensez? Attendez, Michel Sapin, vous comptez dans ce cas-là revenir sur l'objectif de réduction des déficits ou au contraire revenir sur les dépenses publiques? Aucun pays d'Europe, sauf peut-être l'Allemagne, parce que l'Allemagne a déjà fait le boulot, si je puis dire, aucun pays d'Europe ne peut sortir de la contradiction que l'on vient de décrire, très faible croissance et très fort endettement, sans un retour à la croissance. Je ne vous dis pas le retour à la croissance comme nous avons connu, 3%, 3,5%. Nous fixons, nous disons, si on arrivait à 2, entre 2 et 2,5, c'est un objectif qui est extrêmement raisonnable. Aucun pays d'Europe ne peut s'en sortir sans ça. Mais si on n'arrive pas aux 2, vous sacrifiez quoi? Attendez, moi je veux bien, mais la politique, ça ne consiste pas à dire et si. Ça consiste à créer les conditions qui permettent d'atteindre. Donc ce n'est pas du tout un objectif irréaliste, c'est un objectif parfaitement conforme à un certain nombre de points de vue. Et ça ne peut être atteint que par un double travail. Je termine sur ce point. Premièrement, dans chaque pays, on fait l'effort de sérieux pour diminuer les déficits et au niveau européen, on porte des politiques de croissance. C'est ça le bon équilibre. Alors, Raphaël, les pays sérieux, l'Europe qui va tourner vers la croissance. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que nous voulons ce volet de croissance dans les traités européens. Raphaël, vous vouliez, c'est bientôt la fin, vous vouliez parler du problème de la France qui est la désindustrialisation. Et là-dessus, Raphaël a des questions. Oui, parce qu'on trouve dans votre programme un certain nombre de mesures, la banque d'investissement pour les PME, le remboursement des aides publiques pour les entreprises qui délocalisent. Ça suffira, d'après vous, à inverser la tendance des délocalisations et à produire en France, comme le souhaitent un certain nombre de candidats? Ça ne suffit pas, même s'il est très choquant de délocaliser avec des aides publiques, donc c'est quand même la moindre des choses que d'y mettre fin. Il est absolument nécessaire que les PME, PMI, l'industrie aient un accès à des financements qui soient avantageux, d'où la banque publique d'investissement. Mais nous avons des propositions aussi qui sont ciblées sur les secteurs qui sont dans la compétition internationale, c'est-à-dire l'industrie et souvent les PME, PMI qui sont porteuses de cela. Je prends juste un exemple. Nous voulons diminuer l'impôt sur les sociétés des PME, PMI. Nous voulons diminuer, ça paraît technique, ça s'appelle la
cotisation foncière des entreprises. C'est ce que payent les entreprises pour leurs murs et pour leurs machines. Voilà. Ça, ce sont des propositions très concrètes et qui auront des effets effectifs pour permettre non pas seulement de ne pas délocaliser, mais aussi parfois d'inciter à relocaliser des activités. Merci beaucoup, merci Raphaël. Et tout de suite, on passe à la chronique littéraire avec Soumaya Benaïssa qui fait son entrée dans le studio. À tout de suite. Bonjour Soumaya. Bonjour. Alors, votre chronique littéraire aujourd'hui, vous avez décidé vous avez choisi un livre sur la laïcité, je crois, qui est cher à Michel Sapin et aux Républicains en général. Donc, la laïcité, c'est aussi un enjeu présidentiel, même si dans la campagne, pour l'instant, on n'en parle pas vraiment. Ouais. Alors c'est un mot magique dont on perd un petit peu le sens, hein, et c'est ce qui a amené d'ailleurs Jean Bobéro, le spécialiste laïcité s'il en est en France, à parler dans son dernier livre de la laïcité falsifiée. Et oui, laïcité falsifiée, que s'est-il passé pour qu'elle se droitise à ce point? C'est la question qu'il pose, et que pour que la gauche laïque, hein, c'est une notion traditionnellement de gauche, délaisse un petit peu le terrain. Il parle même de laïcité UMPnisée, vous avez bien entendu, faisant référence à Marine Le Pen, donc l'OPA de Marine Le Pen sur la laïcité depuis sa sortie sur les prières de rue des musulmans. Elle s'est emparée du sujet. Exactement. L'UMP qui s'est aussi un petit peu emparée du sujet avec les différents débats qui ont accompagné le quinquennat de Nicolas Sarkozy autour de l'islam spécifiquement. Et donc, il pose cette question de l'OPA à droite et du délaissement du terrain par la gauche. Alors, Michel Sapin, est-ce que vous pensez que François Hollande, donc, qui s'est engagé à inscrire les deux premiers articles de la loi de la laïcité dans la Constitution, est-ce que c'est suffisant à la hauteur de cette bataille idéologique comme réponse? Je vais répondre à votre question en deux temps. Premièrement, il est faux de dire, et ce n'est d'ailleurs pas dans le livre, que la gauche aurait délaissé le terrain de la laïcité. La droite s'en est emparée. Et l'extrême droite. La gauche ne l'a pas délaissé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle François Hollande souhaite que les grands principes de la laïcité soient portés au plus haut niveau juridique qui est la Constitution de la France. Mais que s'est-il passé à droite? Est-ce que c'est suffisant au niveau idéologique? Ce n'est pas suffisant, il faut des principes, ensuite il faut appliquer ces principes et les faire respecter. Donc c'est vrai qu'il faut aussi rentrer dans la réalité. Mais qu'est-ce qui s'est passé à droite? Sur la burqa, par exemple, quel est le détournement qui a été opéré à droite et extrême droite, l'un et l'autre se nourrissant? C'est qu'ils ont confondu, ils veulent faire confondre le grand principe, le beau principe de laïcité, et qui peut parfaitement être à droite et à gauche, et heureusement il peut être partagé très largement, avec la dénonciation d'une religion, qui est l'islam. D'ailleurs, quand vous avez cité les cas où ils utilisent la laïcité, c'est pour montrer du doigt, pour abaisser une religion en tant que religion. Il parle d'ailleurs d'une laïcité identitaire et culturelle. Mais je ne parle pas des dérives qui peuvent exister dans n'importe quelle religion, des sectarismes, mais ils veulent montrer du doigt l'exercice d'une religion. Ils vous accusent de communautarisme quand ils parlent des horaires de piscine à Lille, notamment. Après, on peut toujours déraper sur n'importe quel sujet, mais là, il y a un vrai beau sujet. Parce que la laïcité est parfaitement compatible avec toutes les religions, puisque la laïcité, le principe, c'est qu'elle ne reconnaît aucune religion, mais qu'elle les respecte tous, et qu'elle permet à chacun de faire des choix dans le respect des lois de la République. C'est pas du tout incompatible avec telle ou telle autre religion. Donc les propositions de François Hollande là-dessus, il y aura une proposition? Oui, bien sûr, il y a une proposition, je vous ai dit, qui est de principe, et puis ensuite, ça se décline. Oui, mais on reste sur le principe. Mais c'est le principe, ça se décline. Mais il faut condamner, et il le fait très bien, il faut condamner ce détournement de laïcité au profit d'une manière d'opposer une catégorie de Français à une autre. Enfin, Marine Le Pen, ce que disait Soumaya, Marine Le Pen s'est emparée. Son père faisait une fixette sur la Seconde Guerre mondiale, les Juifs, etc., ou les musulmans, et c'est vrai que Marine Le Pen... L'anti-islamisme s'est transformé en promotion de la laïcité. Ça fait plus propre, ça fait plus net sur soi. Enfin, on voit bien que les ressorts sont les mêmes. Voilà, merci beaucoup. Merci Soumaya. Donc le titre, si ça vous intéresse. La laïcité falsifiée de Jean Bobéro. Vous pouvez retrouver donc les références sur le site. Merci beaucoup Soumaya. Michel Sapin, vous restez, je vous garde encore un petit peu pour parler de vous et de François Hollande. Merci.